lancement ce mercredi de l'opération de marquage des armes de forces de défense et de sécurité à Kolwezi dans la province de Lualaba par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Et puis l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait enregistrer une croissance économique de 5,4% au deuxième trimestre 2024, une légère hausse par rapport aux 5,1% enregistré au trimestre précédent. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Fini désormais le trafic et la détention d'armes illégales en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé officiellement l'opération de marquage des armes de forces de défense et de sécurité, sans oublier le civil. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 21 août à Kolwezi, capitale de la province du Lualaba. Jacquemain Chabani, qui est aussi président de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, a déclaré que cette opération vise à mettre fin au trafic et à la détention illégale d'armes dans le pays. C'est officiel, l'opération de marquage des armes de forces de défense et de sécurité ainsi que le civil vient d'être lancée à Kolwezi, capitale de la province du Lualaba. La cérémonie de cette opération a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette activité découle du programme du gouvernement, comme le souligne ici Jacquemain Chabani. L'activité de ce jour découle pleinement du programme d'action du gouvernement. Et ici, je me permets de saluer les efforts et l'engagement du management de notre Commission nationale de contrôle des armes légères, de petit calibre et de la réduction de la violence armée, CNCALPC en sigle. Organe spécialisé de notre ministère en la matière, qui coordonne toutes ces activités pour lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, la lutte contre le trafic transfrontalier, l'amélioration de la gestion des stocks des armes et munitions tels que recommandés par le plan d'action national 2024-2028, élaboré par les experts de la Commission et des forces de défense et sécurité. Jacquemain Chabani a saisi cette occasion pour inviter les acteurs politiques à veiller scrupuleusement non seulement au marquage et au traçage obligatoire des armes, mais aussi surtout au contrôle régulier de toutes les armes qui circulent sur l'ensemble du territoire national. Car il a été constaté aujourd'hui que la détention illégale d'armes est une source de conflits armés dans le pays. Les armes légères et de petit calibre sont considérés en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimente ainsi les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. Le gouvernement de la République a acquis officiellement 2 machines dont la première facilitera l'enregistrement et l'identification des armes afin de les tracer jusqu'à l'utilisateur final. Et la deuxième permettra de tracer les armes détenues par le civil. Et puis une rencontre entre la chef du gouvernement Judith Souminois, Samuel Roger Kamba Moulamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et avec Jean Kasséa, directeur général d'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine pour des mesures préventives contre la variole du singe en RDC. Une somme de 49 millions de dollars doit être déboursée afin de subvenir à des besoins précis quant à cette épidémie. Plus de détails avec Maryse Boleli.
La chef du gouvernement Judith Suminwa-Tuluka a eu une séance de travail dans la soirée du mardi 20 août 2024 à la primature. Une rencontre avec Samuel Roger Kamba-Moulamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et Jean Kasseya, directeur général d'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine. Le gouvernement s'active pour la mise en place des mesures préventives afin de protéger les populations de la RDC contre cette épidémie. La première ministre s'est engagée à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous et de combattre cette crise sanitaire de portée internationale. Le ministre de la Santé publique rassure que l'exécutif central concentre ses efforts dans la mobilisation de ressources nécessaires à cette lutte contre l'infection POX et l'arrivée la semaine prochaine d'un lot de vaccins au pays. Nous avons effectivement annoncé 49 millions de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à Africa CDC, nous avons déjà pu, effectivement, avec l'Union européenne, sécuriser 215 000 doses. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC. Nous avons déjà commencé. Nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer, selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Et nous sommes certains que nous allons nous en sortir. Une rencontre pour garantir la bonne santé aux populations en pleine bataille dans la riposte contre l'épidémie de monkeypox au pays. Dans un autre chapitre, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a effectué le mardi 20 août une visite d'inspection des installations des CEP Congo pour recenser et répertorier les actifs immobiliers devant être cédés à l'État congolais d'ici fin 2025. Associé à 40% de CEP Congo, la République démocratique du Congo va devenir propriétaire de cette société à 100% au mois de décembre prochain. Au regard du rôle stratégique que joue cette société dans l'économie congolaise, le ministre du portefeuille a réitéré la ferme détermination du gouvernement à assumer sa responsabilité dans la gestion future de la CEP Congo, suivant-les dans cet extrait choisi par Dieudonné Guanali. Comme les deux directeurs généraux l'ont indiqué tout à l'heure, nous sommes venus visiter des installations stratégiques, aussi bien CEP qui utilise les infrastructures et les équipements Finalog, que Finalog en tant que tel gère des installations très stratégiques pour les pays. Et comme l'a dit le DG de Finalog, peut-être beaucoup de monde ne se rendent pas compte de l'importance stratégique de ces installations. Vous avez les carburants qui vous arrivent par Angoango, qui est transporté jusqu'à Kinshasa, qui est stocké au niveau des CEP Congo. Et vous avez bien vu combien le carburant est très très important dans la vie économique et sociale de la nation. Ceux qui prennent la charge de gérer, de les transporter, et les équipements qui sont utilisés sont tellement stratégiques et il faut faire attention à cela. Mais il y a un enjeu derrière cela, c'est qu'au 31 décembre 2025, l'État qui est associé à 40% aujourd'hui va devenir propriétaire à 100%. Il faut donc venir se rendre compte de l'état de ces équipements pour savoir décliner le reste du processus. Et si l'État propriétaire reprend donc les 100%, comment nous comptons agir après? La réponse n'est pas donnée aujourd'hui. Mais nous allons assumer en toute responsabilité pour que ces équipements stratégiques, ces sociétés stratégiques puissent être au service de l'État. Et que nous puissions les considérer comme étant des équipements essentiels
pour la vie de la nation. Nous sommes en train de travailler sur les sujets et pour que ces actifs soient préservés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Le naufrage survenu dimanche dernier sur la rivière Lukeni dans la province du Mai-Ndombe a causé la disparition de plus de 200 personnes, tandis qu'au moins 40 personnes ont été secourues et 3 corps sans vie ont été retrouvés. Quelles sont donc les causes de ces naufrages et de nombreux autres incidents récurrents sur le cours d'eau de cette province qui en compte en abondance, notamment le lac Mai-Ndombe? Tentative de réponse dans cet élément de Damani Mujinga. De 130 km et d'une profondeur moyenne de 5 mètres, le lac Mai-Ndombe, situé dans la province éponyme, est un cours d'eau qui a été le théâtre de nombreux drames au fil des années. En effet, des naufrages sont signalés chaque année sur ce lac. Selon les autorités fluviales de la province, plusieurs causes expliquent ces naufrages récurrents, non seulement sur ce lac, mais aussi sur d'autres cours d'eau de la région. Parmi ces causes, on trouve la navigation nocturne, car ces accidents surviennent souvent à des heures tardives. La navigation de nuit exige en effet une prudence particulière en raison de l'obscurité, ce qui expose les passagers à de nombreux risques, surtout si les précautions et procédures de sécurité essentielles ne sont pas respectées. Les embarcations vétustes soumises à la pression de l'eau et à la surcharge constituent également une cause importante. Pour un bateau conçu pour contenir une centaine de personnes, l'effectif peut parfois atteindre 400 passagers sans compter le poids des bagages sous le regard indifférent des contrôleurs. Ces facteurs expliquent la fréquence des naufrages dans la province du Mai-Ndombe. Le dernier drame en date s'est produit dans la nuit du dimanche dernier sur la rivière Lukeni, dans le territoire de Kout, où plus de 200 personnes sont portées disparues. Au moins 40 personnes ont été secourues et 3 corps sans vie ont été retrouvés après le naufrage d'une baleinière naviguant de nuit. Selon les témoignages sur place, la navigation nocturne et la surcharge seraient les causes de cette tragédie. Un autre naufrage notable s'est produit sur la rivière Kwa, dans le territoire de Mouchi, le 11 juin de cette année. Plus de 80 personnes ont été portées disparues et 185 ont été sauvées après un naufrage survenu également de nuit. Cette situation est bien connue des autorités qui, après chaque naufrage, prétendent prendre des mesures drastiques, notamment un contrôle rigoureux. Cependant, peu de temps après, la vigilance diminue et les conditions reprennent comme avant jusqu'au prochain naufrage, un véritable éternel recommencement. Et à Kinshasa, après une période de négligence, l'hôtel de ville a lancé des initiatives déterminantes pour assainir les principales avenues de la capitale, y compris le boulevard du 30 juin. Ces mesures comprenant le curage des caniveaux et l'évacuation de déchets ont reçu un accueil positif de la part de Kinois. Cependant, beaucoup d'entre eux s'inquiètent de l'apparence de ces efforts, estimant que des actions rigoureuses sont nécessaires pour garantir la propriété durable de la ville. Après une période de négligence, l'hôtel de ville de Kinshasa a pris des mesures décisives pour redonner vie et propriété aux principales avenues de la capitale RD congolaise, ravissant ainsi le Kinois. Depuis quelques jours, les grandes artères de la capitale Kinshasa, comme le boulevard du 30 juin, bénéficient d'un nettoyage en profondeur. Caniveaux curés, poubelles évacuées, l'air redevient peu à peu respirable au centre-ville. Les habitants expriment leur satisfaction face à ces changements positifs. Il y a les années passées, 4 ou 5 ans passés, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Boulevard et Komaki, salité Makassi. Carnivaux, n'en parlons pas. D'ici qu'à presque ébélé, mais il y a de cela une semaine. Tokomi komona petit à petit boulevard eza ko zongela rayonnement nango. Beaucoup d'entre eux soulignent que chaque Kinois doit intérioriser la notion de salubrité. Monsapimoko sokola ke longité. Il est gouverneur, il peut pas tout faire. Nous devons l'accompagner. Toko accompagner na nini? Na oya zo sala. Soki par exemple ngana melima inde na omela mai nanga boye, ba poubelle eza pembeni ata oza pembeni na poubelle te. Misala violence, tambola na mulangino na maboko, so komi place, poubelle eza, ozui, otien na kati ya poubelle. Oui, il y a des premiers soins, un pas déjà où tout le monde déjà acquis des droits, ça comme gouverneur de la ville, à Sali ou Estengaki, na avantage à Congolais pour la visibilité. Mais là, il y a aussi que ça sauté.
Il y a 1, 2, 3, 4, 5, tous anti jusqu'à ce que étendue mobimba ville à Kinshasa peut comprendre que c'est nécessaire pour nabiso batamukili et pour namboka pe. Le gouverneur de Kinshasa et son équipe ont mis en œuvre un plan ambitieux intitulé Kin Ezobonga pour revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'antan. Les travaux effectués incluent le ramassage des épaves des véhicules abandonnés sur la place publique, le nettoyage des routes, le curage des égouts, des caniveaux et des rivières. Tout en soutenant les efforts déployés par le gouverneur, de nombreux Kinois redoutent que ces initiatives ne perdurent si des mesures drastiques ne sont pas prises pour combattre l'insalubrité à la base, notamment dans les ménages, les places publiques et pôles d'attraction tels que le stade, églises et marchés municipaux. Autre chose, à quelques jours de la rentrée scolaire, le gouvernement s'active pour la mise en place des mesures préventives afin de protéger les élèves contre cette épidémie. Cette stratégie de riposte comprend, entre autres, la sensibilisation au niveau des écoles. Le ministre de la Santé publique et de l'Éducation nationale travaille en collaboration pour des dispositions pratiques. Maris Boleli. Le gouvernement souminois est en ordre de bataille dans la riposte contre l'épidémie de monkeypox qui a déjà causé la mort de 548 personnes et 15 064 cas potentiels sont enregistrés au pays. La première ministre Judith Souminois a eu une séance de travail avec Samuel Roger Kamba-Moulamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale dans la soirée du mardi 20 août 2024 à la primature. Étant donné que cette épidémie touche plus les enfants, il en ressort qu'en perspective de la rentrée scolaire, le gouvernement s'active pour la mise en place des mesures préventives afin de protéger les enfants contre cette épidémie. Cette stratégie de riposte comprend entre autres la sensibilisation au niveau des écoles et le ministre de la Santé publique et sa collègue de l'Éducation nationale travaillent en synergie sur d'autres dispositions pratiques. Alors déjà pour l'école, ce matin même, j'ai eu une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale pour que justement nous puissions informer les parents, mais surtout les enfants, parce que les enfants sont souvent des bons, on va dire des bons ambassadeurs, parce que quand ils ont bien capté l'information, d'abord ils l'utilisent pour eux-mêmes et puis ils jugent aussi pour leur famille. Donc au niveau des mesures, premièrement, comme j'ai dit, c'est la mesure d'information, sensibilisation, communication, pour que tout le monde sache un peu ce qu'il faut faire. L'exécutif central multiplie donc les efforts pour répondre à toutes les étapes de la lutte contre cette maladie à travers la sensibilisation, la vaccination et la prise en charge de malades, une implication conforme au pilier 4 de son programme d'action relatif à l'accès aux services de base. En sport, les Léopards dames basket de la République démocratique du Congo ont été battus ce mardi 20 août 2024 dans la soirée face aux Lions indoptables du Cameroun 49 contre 75 au gymnase du stade de Martigues. C'était à l'occasion de l'ouverture des éliminatoires de la Free Basket Côte d'Ivoire 2025. Blaise Kuzola. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont été battus par les Lions indoptables du Cameroun 49-75 ce mardi 20 août 2024 au gymnase du stade de Martyrs à Kinshasa en match d'ouverture de l'Afro Basketball Zone 4 en version féminine. La ville de Kinshasa accueille ses championnats des éliminatoires d'Afro Basket Zone 4 du 20 au 24 août 2024 a annoncé Alain Salou, chargé des communications de la FEBACO. Les formations vont se rencontrer en allure retour du fait que les autres pays de la sous-région ne sont pas encore arrivés à Kinshasa pour participer à ces rendez-vous de la balle au panier. Si un autre pays venait à s'inscrire avant le coup d'envoi, la compétition pourrait aller jusqu'au 26 août. Pour sa part, André Comichello, secrétaire général du comité, a sollicité l'implication du gouvernement pour une meilleure organisation de ces éliminatoires de la Afro Basket Zone 4 de la version féminine à Kinshasa. Il s'est dit satisfait du fait que le responsable du gymnase du stade de Martyrs ont témoigné que leur site est prêt pour abriter cette compétition. Pour ce qui est des frais d'organisation, le secrétaire du comité fédéral a rassuré que le dossier évolue très bien et que les demandes de fonds ont été introduites au ministère du budget pour une meilleure organisation. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo.
au sommaire, l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, devrait enregistrer une croissance économique de 5,4% au deuxième trimestre 2024, une légère hausse par rapport aux 5,1% enregistrés au trimestre précédent. Cette perspective survient dans un contexte où divers membres de l'Union, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger, ont déclaré les débuts de l'exploitation des gisements de gaz naturel ainsi que la mise en fonction d'un pipeline. Suivez. Selon la BCEAO, cette croissance est portée par une demande intérieure en hausse et une amélioration continue dans plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture vivrière, le commerce, les services marchands et non marchands, le transport, les bâtiments et les travaux publics. Parmi ces secteurs, le branche commerciale, les industries manufacturières et extractives, ainsi que le service financier figurent parmi les plus grands contributeurs à cette dynamique positive. La prévision optimiste de la BCEAO intervient alors que plusieurs pays de la zone, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger, ont récemment lancé l'exploitation de nouveaux gisements de gaz naturel et d'un pipeline pétrolier, renforçant ainsi leur potentiel économique. Le chiffre de mai 2024 confirme cette tendance positive avec une augmentation de 0,7% de la production industrielle et une hausse de 0,5% du chiffre d'affaires du commerce des détails. Les services marchands ont progressé de 2,3%, tandis que les services financiers ont enregistré une hausse de 0,8%. Le secteur du BTP montre également des signes de progression, bien que des reculs aient été observés au Mali et au Niger, peut-on lire dans le rapport. Notons que la BCEAO anticipe une poursuite de cette dynamique ayant une croissance prévue de 5% au troisième trimestre et une moyenne de 6,1% sur l'ensemble de l'année 2024. Cependant, les perspectives de l'UEMOA restent soumises aux incertitudes liées aux crises sécuritaires et politiques dans la région, a souligné l'institution. Et le gouvernement du Burkina Faso prévoit d'investir 70 milliards de francs CFA, environ 117 millions de dollars, pour remettre en place une société de fabrication locale de voies ferrées. La société dénommée Faso Rail devrait disposer d'un capital de 10 milliards de francs CFA, dont 75% seront détenus par l'État et 25% ouverts au secteur privé burkinabé. Suivez. Le gouvernement du Burkina Faso prévoit d'investir 70 milliards de francs CFA, soit environ 117 millions de dollars, pour mettre en place une société de fabrication locale de voies ferrées. La société dénommée Faso Rail devrait disposer d'un capital de 10 milliards de francs CFA, dont 75% seront détenus par l'État et 25% ouverts au secteur privé burkinabé. Elle aura en charge la fabrication et la pose de rails et traverses de rails, ainsi que de pièces détachées ferroviaires et des wagons de terrain. L'objectif de cet investissement est, selon le gouvernement, de mettre en place un système ferroviaire national intégré avec des réseaux ferrés maillés dans l'optique d'un transfert modal pouvant réduire significativement le coût d'entretien annuel de route et permettre une meilleure mobilité des personnes et des biens. Actuellement, le réseau ferroviaire du Burkina Faso est peu dense, alors que ces modes de transport se présentent comme l'option la plus adaptée aux besoins, notamment pour l'approvisionnement du pays privé d'accès à la mer. Ces échanges dans le cadre du commerce international se font en effet principalement via le port voisin, notamment de Lomé au Togo, d'Abidjan en Côte d'Ivoire ou de Tema au Ghana. Madame, Messieurs, faisons place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons la lecture des journaux avec la référence plus qui titre à sa une. Moukoko Samba appelle les opérateurs des produits alimentaires à appliquer les mesures contre la vie chère du gouvernement central. Le VPM de l'économie a interpellé les opérateurs disant qu'ils ont intérêt à prendre leurs responsabilités car, dit-il, plus vos clients achètent, plus vous allez accroître vos chiffres d'affaires. Mon ministère et le gouvernement que dirige Madame Judith Souminois ont déjà pris leurs responsabilités en supprimant certaines taxes jugées illégales ou celles
qui ne devrait pas exister afin de soulager vos charges sur le plan de la fiscalité, a dit Daniel Mukoko Samba. Géopolis indique pour sa part que ces derniers ont promis leur soutien au gouvernement, mais particulièrement au VPM Daniel Mukoko Samba qui porte ce projet au nom de la Commission économique, financière et reconstruction ECOFIR en sigle. Zone économique spéciale de Maluku, Tshisekedi invité à inaugurer Pepsi, titre Forum des As. Selon le journal, le président Félix Tshisekedi a reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine l'invitation officielle pour inaugurer une première usine de boissons gazeuses dans la zone économique de Maluku, dans l'est de Kinshasa, capitale de la RDC. En septembre 2023, rappelle le journal, le président Félix Tshisekedi avait également inauguré dans cette zone économique spéciale la première usine de fabrication des carreaux et faïences estampillés Made in DRC, marquant un tournant décisif pour l'industrie congolaise et l'emploi local, nous rappelle le confrère de la 11e rue. Saphir Céramique, l'entreprise chinoise en charge du projet, a investi plus de 100 millions de dollars américains. Revenons sur Pepsi, la prospérité indique que ce projet représente un investissement de plusieurs millions de dollars américains et devrait générer plus de 500 emplois directs, en plus de soutenir une multitude d'emplois directs. La guerre déclarée entre les magistrats et le ministre d'État Constant Moutamba, rien ne va entre le ministre d'État Constant Moutamba et les magistrats, écrit le journal Le Quotidien. En effet, les différentes actions posées par le garde de sceaux congolais depuis son avènement à la tête de ces prestigieux et importants ministères sont mal vues par les magistrats à travers leurs syndicats. Voilà pourquoi deux syndicats des magistrats, à savoir le SINAMAC et le SIMCO, ont chacun, en ce qui le concerne, haussé le ton pour condamner ce qu'ils qualifient de provocation et humiliation de la part de celui qui est censé protéger les corps des magistrats. Ils dénoncent à cet effet la campagne de diabolisation. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Lancement ce mercredi de l'opération de marquage des armes de force de défense et de sécurité à Kolwezi, dans la province du Lualaba, par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Et puis l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait enregistrer une croissance économique de 5,4% au deuxième trimestre 2024, une légère hausse par rapport aux 5,1% enregistrés au trimestre précédent. Voilà, c'est tout pour ce soir, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.